quasi qu'on laisse de côté les médicaments, on les aborderait peut-être en conclusion, et on va passer directement à la vaccination, donc avec le professeur Andreas, qui est donc chef des urgences pédiatriques à Lanval, et qui va nous expliquer, nous faire dire quelle est la problématique autour de la vaccination et donc l'ouverture sur l'Europe, que peut apporter effectivement l'Europe par rapport à cette problématique. Merci, et merci effectivement de cette invitation, de pouvoir parler effectivement d'un sujet. Si vous voulez mettre, je suppose que ça va être le cas, si vous voulez mettre le feu dans une salle, il suffit de parler de vaccin. Et ça, c'est pas nouveau. Ça fait 25 ans que je m'intéresse à la vaccinologie, à l'infectiologie, comme Véronique, et ça a toujours été polémique, mais c'est pas nouveau, puisque même à l'époque de Jenner, voire même de Pasteur, c'était déjà des polémiques. Parce qu'on est quand même sur quelque chose d'un peu particulier, la vaccination. On vous administre quelque chose qui ressemble à la maladie pour ne pas être malade. Donc c'est une conception très très particulière. Et je peux surtout que c'est administré à quelqu'un qui est sain. Puisque c'est pour éviter qu'il soit malade. Donc effectivement, c'est une conception, déjà, la vaccination, qui est importante. Aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que la vaccination a apporté, en tout cas c'est ce que dit l'OMS, en termes de protection et de survie, de vie économisée, excusez-moi de parler de ce terme-là, de vie sauvée, au même titre que l'eau potable. C'est-à-dire que c'est plus de 3 millions de vies sauvées grâce à la vaccination. Mais on ne peut pas parler vaccination sans parler maladie, évidemment. Et c'est pour ça que là, il faut qu'on reprenne un certain nombre de choses. Quand on parle maladie, les premiers vaccins qu'on a connus, effectivement, c'était diphtérie, tétanos, polio. Si on remet ça dans le contexte, c'était les années 40, 50, on sortait de ce que vous savez, et il y avait beaucoup de gens, surtout dans les années 50, il y avait des épidémies de polio terribles. Et on en a de moins en moins, malheureusement, puisque c'est des personnes qui passent un âge et qui disparaissent, c'est la vie. Mais beaucoup de gens qui boitaient comme ça, qui avaient des déformations des membres, c'est polio, on n'en voit plus. Et c'est grâce à quoi? La diphtérie, c'est pareil. On n'en voit plus. On ne sait pas ce que c'était le croup. Des enfants qui s'étouffaient parce qu'ils avaient des membranes plein la gorge. J'en ai jamais vu, diphtérie. Jamais. Par contre, le tétanos, il y a encore 30 ans, il y avait des services complets de patients qui étaient sous machine, sous poumon. Comment on appelait ça déjà? Le poumon d'acier. Oui, mais poumon d'acier. Exactement, le poumon d'acier. Rien que le terme déjà, le poumon d'acier, on mettait ces gens là-dedans pour pouvoir leur permettre de respirer. Et on ne voit plus de tétanos. On n'en voit quasiment plus. Sauf, récemment, chez un enfant qui n'était pas vacciné. Parce qu'on a complètement oublié la maladie. Le fait de ne plus voir cette maladie, on a l'impression qu'elle n'existe plus. Donc on n'a plus besoin de se protéger contre elle, puisqu'elle n'existe plus. Et on oublie qu'elle est toujours là. C'est sournois. La polio, effectivement, on n'en a plus dans notre pays. Sauf que dans tous les pays qu'il y a autour, notamment les pays qui sont en guerre, qui n'ont plus de protection sociale, de protection sanitaire qui se justifie, pas très loin. Tous les pays en guerre qui sont en Afrique, en Libye, Syrie ou autre, on a une recrudescence de la polio. Quand le mur de Berlin est tombé, la chute des pays communistes, qu'est-ce qu'on a vu réapparaître? La diphtérie. Et ces gens-là arrivaient chez nous. Et tous les cas de diphtérie qu'il y a eu sont des cas importés. Mais on n'a pas eu d'épidémie de diphtérie. Pourquoi? Parce que la population française était encore vaccinée contre ces maladies. Donc on avait la démonstration non seulement que la maladie, ça continue à exister, mais que quand on est vacciné, on est protégé, même quand on a un cas autour de soi. Alors diphtérie, tétanos, polio, ouais, c'était bien. On a oublié, mais on continue. C'est pour ça que c'était à une époque obligatoire. Parce qu'il fallait vacciner très vite et tout le monde. C'était un tel niveau qu'il fallait agir très vite. Mais à l'époque, la population ne se posait pas de questions dans ce sens-là, on y allait. Et puis, il y a eu d'autres maladies qui étaient vraiment un gros problème. Dans les années 70, c'était la coqueluche. La coqueluche à un très haut niveau, et on avait des décès, excusez-moi, je suis pédiatre. Moi, les gens qui meurent de coqueluche, ce n'est pas des adultes, c'est des bébés. C'est le bébé dans les 3 premiers mois. Et hormis les infections bactériennes que sont les méningites à strepto B, à Escherichia coli, des bactéries un peu complexes comme ça, qui sont les pathologies bactériennes les plus fréquentes, la première cause de mortalité par infection bactérienne, c'est la coqueluche. Et voir mourir un enfant de coqueluche, je vous dis, on ne l'oublie pas. D'abord, voir un enfant mourir, évidemment, on ne l'oublie jamais, et dans des conditions comme ça, un enfant qui s'étouffe, on n'oublie pas. Et il suffit de regarder une vidéo, c'est pas mieux. Allez voir sur des sites des parents qui ont mis
des photos de leur enfant mort qui est en train de mourir de coqueluche, en disant mais pourquoi on ne s'est pas vacciné nous? Pas vacciner l'enfant. C'est pourquoi on ne s'est pas vacciné nous pour ne pas contaminer le bébé. Donc coqueluche, ok, à un moment il y a eu une polémique, on commence déjà par les polémiques coqueluche. Dans les années 70, on a accusé le vaccin, qui s'appelait le tétracoque, à l'époque, diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, de provoquer des morts subites. Parce qu'effectivement, on vaccinait de plus en plus de gens, et en même temps, vous voyez, une recrudescence des morts subites. Alors, on s'est dit, ben, c'est le vaccin. Puisque les deux augmentent, c'est le vaccin. Et puis, ça je l'ai connu, on avait un neuropédiatre, Michel de Svart, qui était responsable des morts subites, on en avait 1 à 2 par mois d'enfants qui arrivaient pour une mort subite, donc c'était quelque chose d'important. Il s'est dit, mais attendez, ce que l'on voit chez tous ces enfants, c'est qu'ils étaient couchés tous sur le ventre. Pourquoi? Parce qu'au début des années 70, on a dit coucher les enfants sur le ventre pour éviter le reflux. Et on couchait tous les enfants sur le ventre. J'ai appris ça. Et puis en plein milieu des années 80, on s'est rendu compte qu'il fallait les mettre sur le dos. On a mis les enfants sur le dos, et du coup, on a vu s'effondrer le taux de mort subite. C'est ce qu'on appelle la coïncidence temporelle. Vous avez 2 événements qui arrivent en même temps, et on accuse le vaccin. Et c'est tout le temps comme ça. Ça a tout le temps été comme ça. Donc, coqueluche, on s'est dit, non, il faut continuer à vacciner contre la coqueluche, puisque du coup, c'est plus responsable de mort subite. C'était un vaccin, certes, qui était un broyat de bord d'été là, c'était la technologie ancienne, hein, c'est les années 60-70. Et puis, dans les années 80, on a eu un vaccin qui s'appelait le vaccin contre l'hémophilus. Je ne fais pas un catalogue, c'est juste pour raconter l'histoire. Quand j'ai commencé mon internat, ma première garde, boum, méningite à hémophilus. À cette époque-là, les enfants, soit ils en mouraient, soit ils devenaient sourds. Il n'y avait pas tellement de choix. Et on en avait 1 à 2 par mois. Méningite à hémophilus. Les vaccins, un vaccin sort, étude en Finlande. Ils ont arrêté l'étude en plein milieu, en disant stop, arrêtez, on sait quels sont les enfants qui sont vaccinés et quels sont ceux qui ont un placebo. C'est ce que le professeur Franco tout à l'heure disait dans les études. On fait en double aveugle, c'est-à-dire que celui qui administre le médicament ne sait pas ce qu'il administre, et la famille de l'enfant qui est vacciné ne sait pas ce qu'on lui donne. Et on a vu très vite une différence énorme. 20 ans après, on n'a plus de méningite à hémophilus. On ne sait plus ce que c'est. C'est-à-dire que nos étudiants ne savent pas. Ils n'en ont pas vu. Et ça, c'est un bénéfice uniquement de la vaccination. On ne peut pas prévenir la maladie autrement. Aujourd'hui, on ne sait pas faire autrement que par ça. Avec un avantage extraordinaire en plus. C'est que non seulement on vaccine l'enfant, on le protège lui directement, mais on empêche cet enfant d'avoir dans son nez de l'hémophilus capable de donner des méningites. C'est-à-dire qu'en plus, il protège son copain d'à côté, quand il va à la crèche ou à l'école. Il empêche la circulation. Donc on a non seulement un effet personnel, mais un effet altruiste de la vaccination. Alors, bien entendu, on a commencé à enrichir les vaccins, à faire des vaccins combinés. Plutôt que de faire des piqûres contre l'hémophilus, on avait un vaccin seul. On l'a mis avec le DT polio. Puis le coqueluche, on l'a mis avec le DT polio. On a DT polio, coqueluche, hémophilus. On avait le pentavalent. Et puis, effectivement, on a commencé à avoir des vaccins combinés comme ça. Effectivement, avec un coût, c'est juste, qui était plus important. C'est là qu'on reviendra sur le point. Moi, je suis médecin. Ce qui m'intéresse, c'est de protéger les enfants. Je sais que ça a un coût, les études, ça demande de la recherche. Quand on commence à dire on veut un vaccin, il faut 10 ans qu'il sorte. 10 ans. Quand on décide de fabriquer un vaccin, il faut 2 ans, 18 mois à 2 ans avant qu'il sorte de la chaîne de fabrication. Donc c'est long. C'est un coût. Quel est le juste prix d'un vaccin? Ça, je ne sais rien. Quelques centimes. La fabrication, c'est possible. J'en sais rien. Je n'en sais rien. Par exemple, je vais prendre le vaccin, un dernier vaccin qui vient de sortir, parce que dans les méningites, on avait essentiellement 3 bactéries, l'hémophilus, je vous dis encore plus. Il y a le pneumocoque, on a un vaccin qui est sorti dans tous les pays d'Europe, mais aussi aux États-Unis. On ne voit quasiment plus de méningite à pneumocoque. Et il faudrait que je vous montre des IRM d'enfants qui ont fait une méningite à pneumocoque, c'est une catastrophe. Il reste le méningocoque. Méningocoque, vous le connaissez tous. C'est celui qui donne le purpura fulminant. Vous savez, c'est ça, c'est cette fameuse méningite foudroyante. On a un vaccin alors il y a plusieurs méningocoques, je ne vais pas rentrer dans le détail, il y en a plusieurs potentiellement pathogènes chez l'enfant, chez l'adulte, et l'adolescent. Et on a un vaccin qui est il y a quelques années contre le méningocoque C. C'est 1/3 des méningocoques qu'on a en France. Le comité technique de vaccination, et je terminerai après sur l'organisation, entre l'Europe et la France, dit qu'il faut qu'on vaccine
lors de la pandémie contre la grippe, aussi contre le méningocoque. Ah bon? Eh oui, parce qu'on a démontré depuis très longtemps que la grippe favorise les infections à méningocoque. Quelques mois après, à pneumocoque aussi. On sait qu'on a une recrudescence de méningite après la grippe. Et il y a un lien entre le virus et l'autre, à tel point même qu'en 1919, un médecin de l'Institut Pasteur avait dit le virus de la grippe condamne et c'est les bactéries qui exécutent. Donc on sait qu'il y a ce lien. C'est-à-dire on va avoir une pandémie, on va avoir du virus de la grippe de partout, on n'a pas eu la catastrophe annoncée, tant mieux. Mais on a dit, bon, on a un vaccin qui a fait sa démonstration au Royaume-Uni, on va l'instaurer en France. Et on va, pour faire des économies, on va vacciner avec une seule dose les enfants à partir de 1 an, les adolescents, les adultes jeunes, jusqu'à l'âge de 26 ans. Et on ne vaccinera pas les moins de 1 an, parce que chez eux, il faut plusieurs doses pour pouvoir les protéger. C'est leur immunité qui est comme ça. Et on ne vaccinera pas. Si on a un taux de couverture important, eh ben, le méningocoque C ne circulera plus, comme je vous ai expliqué pour le virus, et on protégera nos enfants de moins de 1 an. C'est un échec total. Pourquoi? Parce qu'on est à 17%, suivant les catégories d'âge, de protection vaccinale, de couverture vaccinale. Aujourd'hui, on ne se vaccine pas contre la méningite en France. Au Royaume-Uni, ils ont fait, avec une autre organisation que la nôtre, et on y reviendra, ils ont réduit quasiment, ils ont un taux de maladie qui est inférieur largement à celui de la France, alors qu'ils étaient 6 fois plus élevés que nous. Et dernièrement, pour le dernier, je ne parlerai que de ça, parce qu'on va parler probablement d'autres choses qui font polémique, c'est le méningocoque B. On parle quelques centimes pour fabriquer un vaccin. C'est possible, j'en sais rien. Très honnêtement, j'en sais rien. Pour fabriquer un vaccin contre le méningocoque B, c'est extrêmement compliqué. Parce que c'est une bactérie qui est maligne, qui échappe, qui se transforme. Donc la technologie classique qu'a inventée Pasteur ne marche pas contre le méningocoque C. Ou alors contre une seule bactérie. Mais vous ne pouvez pas faire un vaccin universel. En disant on va protéger contre tout le monde. Donc il a fallu faire ce qu'on appelle la vaccinologie inverse. Oula, c'est compliqué. C'est de la génétique, il faut chercher tous les gènes potentiels qui peuvent fabriquer des protéines qui pourraient être des candidats vaccins, et faire des études comme ça. Sauf que là, si on veut montrer que c'est efficace, il faudrait vacciner toute la population. On ne peut pas faire d'études. On en arrive à une limite de ce que l'on sait faire aujourd'hui. Parce que la maladie est rare, terriblement létale, voire des séquelles dramatiques, parce que c'est des amputations, des choses comme ça. Mais si on veut montrer que c'est efficace sur le terrain, il faudrait vacciner plusieurs centaines de milliers d'enfants. Donc ça ne marche pas. Donc les pays ont dit, vu le prix du vaccin, extrêmement coûteux, et non, on n'en veut pas. Et puis il y a quand même des populations, des gens qui ont dit, attendez, on a un vaccin aujourd'hui, vous ne la proposez pas à nos enfants. Au Royaume-Uni, au Parlement, ils ont dit, attendez, il y a des élections l'année prochaine, si vous ne mettez pas ce vaccin sur le marché, il faudra répondre aux associations de parents, d'enfants qui ont subi cette infection. C'est pas très scientifique, je le reconnais. Mais au moins, il y avait cette pression. Les Anglais, l'avantage, c'est qu'ils sont très cartésiens. Ce n'est pas des latins. Ils ont dit, ok, on va vacciner, mais on va vacciner tout le monde. On va prendre tous les enfants de moins de 2 ans, et on va leur faire 2 doses. Mais tous. On va aller dans les écoles, on va aller dans le centre de vaccination, on va vacciner tout le monde, et on va voir si ça marche. Non seulement ça marche, mais aujourd'hui, il y a une pétition, c'est pour juste terminer sur la pétition, de la population anglaise, qui en quelques jours a plus de 600 000 signatures pour dire on veut vacciner aussi nos enfants au-delà de 2 ans. Et pas que les tout petits. En fait, le problème, il est de savoir comment, dans un pays qui a une épidémiologie particulière, qui a un lien particulier avec l'argent, parce que ça coûte cher, ces vaccins-là, comment on fait quand on rembourse, quand on recommande, c'est un coût pour la société, comment l'intégrer à un coût considéré comme étant raisonnable. Pendant très longtemps, on a dit qu'on ne faisait des vaccins que contre les maladies qui tuaient, les maladies les plus graves. Aujourd'hui, on a la possibilité de faire des vaccins contre autre chose. Contre autre chose, contre des maladies qui ne sont pas forcément mortelles. Et contre des maladies qui ne sont pas forcément infectieuses. Et donc on en arrive aujourd'hui, pour des tas de raisons que je trouve, moi, injustifiées, d'avoir un doute sur l'intérêt de la vaccination, au sens large, de certains vaccins en particulier, et qui fait que l'hésitation de la population fait qu'aujourd'hui, on dit, ben moi je veux tel vaccin, mais je veux pas celui-là.
pas celui-là, pas celui-là, et qu'on va se retrouver avec des bactéries, des virus qui vont recommencer à circuler, alors qu'on a les moyens aujourd'hui d'éradiquer certaines maladies. Et ça, ce principe-là est difficile pour moi en tant que pédiatre à comprendre quand je reçois des enfants qui sont malades. De dire je fais que comme je veux. On ne peut pas concevoir une politique de santé publique à l'échelle uniquement individuelle, elle doit être aussi avoir une dimension collective. Et là, l'impact que peut avoir très clairement, parce que je ne fais pas d'illusions sur le laboratoire. Je suis un amoureux de la vaccination, mais je ne suis pas un amoureux transi. Je sais très bien que le laboratoire, derrière, ils veulent faire du bénéfice. Je le sais. Donc c'est pas à moi de négocier. Moi, ce que je veux, c'est un vaccin pour protéger tous les enfants que j'ai devant moi. Je ne veux plus voir de méningite demain. Je veux plus en voir. Je veux être dans la difficulté d'enseigner ça à mes internes. De leur dire, la méningite, c'est ça. Je ne veux plus qu'on en voit. Mais comment je vais réussir si demain, on a des hésitations? Donc comment on peut faire l'Europe pour faire qu'il n'y ait plus d'hésitation vis-à-vis de la vaccination? Alors, est-ce que c'est une réponse nationale? Est-ce que c'est une réponse européenne? Mais écoutez, votre discours, il ne peut absolument pas passer sur le plan européen. Et moi, j'ai du mal à accepter le discours. Parce que l'obligation vaccinale, il n'y a que 12 pays qui ont l'obligation vaccinale sur 28. Dans la plupart des autres pays, c'est des recommandations qui sont faites avec une confiance très importante entre les citoyens et les gens qui décident. En France, vous critiquez le fait que les gens veulent choisir leur vaccin, mais vous omettez de dire qu'il y a quand même des effets secondaires. Moi, vous agissez beaucoup sur le côté monsieur. Moi, pédiatre, quand je vois mourir, moi, politique, et quand je vois mourir des femmes qui ont pris des pilules et qu'on ne leur a pas dit, les 3e, 4e générations, que ça pouvait entraîner des AVC et des problèmes très importants. Moi, politique, et quand je vois les jeunes femmes qui ont pris le garde d'asile et qui ont des effets secondaires, qui ont entraîné même jusqu'à la mort de ces personnes, moi, politique, et quand je vois des gens... Non, mais je peux jouer ce rôle-là aussi. Je peux jouer ce rôle-là. La différence, c'est que moi, je ne joue pas. Parce que les enfants, je les vois. Mais moi, c'est pareil, je les vois ces gens-là. Est-ce que vous en avez vu? Mais bien sûr. Mais vous avez suivi la garde d'asile. C'est ça qui est J'ai vu, oui. Parce que les études. J'ai vu des femmes qui ont pris des problèmes énormes, notamment d'AVC, notamment de problèmes de sclérose en plaques, dus au fait d'avoir pris le garde d'asile. Alors, maintenant, je mets le débat à un autre niveau. Non, mais je veux dire, tout le monde peut jouer ce jeu. Je ne veux pas jouer ce jeu-là. Je ne veux pas jouer ce jeu-là. Alors, moi, je ne joue pas. Je ne joue surtout pas parce que c'est l'accepter des gens. Je ressens votre discours. Non, moi je ne joue pas. Si vous permettez 30 secondes. Sortons de la polémique. Non, mais voilà. juste, attendez. Parce que c'était un peu long. Par rapport aux données que vous donnez, dont vous parlez là, effectivement, quand demain, on nous dit, parce que je recommande la vaccination contre le papillomavirus, même si je ne vois pas de cancer du col de l'utérus, moi, en tant que pédiatre. Donc, j'écoute ce que me disent mes collègues de gynéco et qui disent il y a telle ou telle chose. Ok, on dit il faut le faire ça. Moi, quand derrière on me dit attention, si tu vaccines, il y a un risque de faire de la sclérose en plaques, comme c'était il y a 20 ans avec l'hépatite B, uniquement en France. Et quand on me dit attention, je m'intéresse à ça, j'ai pas envie que les enfants que. Ok. Non, je regarde les données scientifiques. Et les données scientifiques aujourd'hui, on les connaît. On les a. Ce que je vous dis par rapport à votre question, il est hors de question de faire une obligation vaccinale sur l'ensemble des pays européens, ça c'est net. On est sur le fait qu'il y ait une relation de confiance entre les citoyens et les organismes qui disent qu'il faut recommander tel et tel vaccin. Bon. Troisièmement, l'Europe, elle intervient par exemple sur les cas de pandémie. Quand il y a eu, vous voyez, la grippe H1N1, je trouve que c'est un très bon exemple. Quand il y a eu la grippe H1N1, moi je l'ai vécu, puisque j'étais, et que d'un côté on avait la France qui dit on va commander 90 millions de doses par rapport à cette grippe, il y a eu un côté alarmiste incroyable, et moi j'étais avec le CDC, l'agence qui fait le contrôle sur ces maladies émergentes, et qui dit attention, il ne faut pas vacciner les femmes enceintes et les enfants, ça c'était en septembre,
parce qu'on n'a pas assez de recul et on n'a pas fait d'études cliniques par rapport aux vaccins qui sortent. Donc, il faudra certainement le faire parce que c'est vraiment critique, mais attendez le mois de décembre. Et j'entendais Madame Bachelot qui dit en septembre, s'il y a une population qu'il faut être vaccinée immédiatement, c'est les enfants et les femmes enceintes. Après, il y a eu des gens comme les Polonais qui regardaient comme nous, parce que moi j'ai travaillé avec des scientifiques, ce qui se passait en Argentine et en Australie, puisque le virus était passé dans ces pays-là avant d'aller dans l'hémisphère nord. Mais aujourd'hui, c'est une grippette. C'est une grippette, c'est une grippe qui n'est pas plus contagieuse et dangereuse que les autres grippes saisonnières classiques. En fonction de ça, non mais je vais jusqu'au bout. En fonction de ça, le conseil scientifique de la ministre de la Santé que j'ai rencontré en Pologne a dit, bon, vu les résultats, les labos sont venus nous voir, parce qu'attendez, les labos derrière, il y a tous les vaccins, sont venus nous voir et nous ont menacés. Ils ont menacé la ministre de la Santé en disant, si jamais vous acceptez, vous n'achetez pas nos vaccins, eh bien, on vous rendra responsable de la mort des gamins. Et cette ministre, alors elle s'est entourée de son conseil, parce que la ministre va tout seul, il faut qu'il y ait des scientifiques avec, a dit, moi ils m'ont dit qu'avec les structures hospitalières que l'on a, que la contagion n'est pas plus dangereuse que la grippe saisonnière classique qu'on a chaque année, eh bien on n'achète pas les vaccins. Elle a dit, j'ai pris un risque, mais j'avais quand même des éléments scientifiques qui m'indiquaient ça. Nous en France, on a fait le top du top. Quand j'ai vu le conseil scientifique de Mme Bachelot, on n'avait que des experts qui étaient payés par les laboratoires pharmaceutiques, qui avaient des conflits d'intérêts dingues avec les laboratoires pharmaceutiques. Et le bilan du bilan, eh bien, c'est que ces doses, on en a ajouté 2 tiers, qu'il y a 6 millions, 7 millions de personnes qui se sont fait vacciner, que les pays du Nord se sont fait vacciner de façon très importante, la Suède, le Danemark, les Finlandais, parce qu'on leur a dit qu'il faut se faire vacciner, qu'avec le Pandemrix, on a eu des cas de narcolepsie chez les gosses, que j'ai mis 6 mois pour arrêter ce Pandemrix, parce que j'avais les remontées des agents sanitaires, et que la commission a supprimé le Pandemrix, ça a mis du temps. Donc vous voyez que j'ai fait un rapport là-dessus, avec des auditions de tous les experts, et on en a conclu de plusieurs choses. C'est que, 1, le CDC avait donné des recommandations qui étaient en contradiction avec les recommandations des États membres, pour certains États membres, que 2, comme il y avait le chantage des laboratoires au prix, puisque le prix n'était pas le même suivant qu'on était français, allemand, etc., qu'il y aurait désormais des achats groupés. Vous voyez, dans mon rapport, je suis pour. Non, moi, je ne suis pas contre la vaccination. Je suis contre le fait de dire que c'est la panacée de tout. Bon. Donc, qu'il y aura des achats groupés pour pas qu'il y ait le chantage des laboratoires, qu'on fera attention à ce qu'il n'y ait pas un brevet donné systématiquement au labo quand il y a des financements publics. Et ça, c'est un énorme chantier, parce que les labos veulent absolument le brevet parce qu'ils se font du fric de façon incroyable. Et que, voilà, enfin, grosso modo, c'est dans le rapport et ça a été accepté, puisque maintenant il y aura des achats. Là où j'avoue, je suis très critique sur les vaccins. C'est pas les vaccins obligatoires, parce que. Et si, il y a des vaccins obligatoires en France, il y en a 3 qui sont obligatoires. Ne dites pas non, madame. Non, il y en a 3 obligatoires. Vous avez raison, et je pense que c'est pas une bonne idée de faire ça. Et quand Marisol Touraine avait donné ce rapport, madame Murel, pour dire qu'il faudra revoir, il y a tellement, et moi c'est ce qui me fait peur, que les gens ont tellement plus confiance au niveau de nos autorités sanitaires, et notamment au niveau du comité technique de vaccination, avec ce monsieur Fleuret qui est bourré de conflits d'intérêts, etc., que les gens disent, d'abord, on enlève ces experts qui sont payés par les labos, on ne veut plus d'experts payés par les lobbies pharmaceutiques, on veut des experts, comme vous, si vous n'êtes pas payés par un labo, des gens qui ont une vraie expérience, qui peuvent donner des conseils crédibles vis-à-vis de la population. Il faut retrouver la confiance, parce que sinon, le risque qu'on a, c'est des gens qui ne veulent plus faire vacciner leur même. Et ça, c'est le risque. Mais par contre, de dire maintenant, parce que je les connais mes labos, lisez mon bouquin, vous allez voir comment il fonctionne, de dire, ah mais il y a de la gastroentérite, il faut vacciner vos gamins sur le Rotatec ou avec le Rotalix. Eh bien, vous savez ce qu'ils ont fait, ces labos? Ils ont fait des études cliniques. Il y a eu des morts d'enfants.
Il y a eu des cas d'imagination, ils ont fait remonter les effets secondaires 2 ans après. Et la France, avec Cahuzac, qui était très lié au laboratoire pharmaceutique, a fait une question écrite à l'Assemblée, j'y étais, parce que j'étais députée, pour dire il faut recommander ce vaccin, il faut recommander ce vaccin. Qu'a fait la Haute Autorité sur la Santé? Au début, elle n'était pas d'accord pour le recommander, elle a fini par être d'accord pour le recommander. Eh bien, les labos se disaient 800 000 naissances en France, chaque année. Donc voilà, ils ont fait tout leur calcul, il y avait tout le calcul qui était fait. Eh bien, c'est que 2 ans après, avec la remontée des effets secondaires des labos, parce qu'ils avaient tardé, eh bien maintenant, il n'est plus du tout recommandé. Et on a fait la même chose sur le Gardasil. Le Gardasil, moi j'ai fait venir tous les experts aux États-Unis, etc., au Japon, où il était recommandé, il n'est plus recommandé, et dans d'autres pays, et je leur ai dit, qu'est-ce qui se passe sur ce Gardasil? Eh bien, il y a eu des effets secondaires très importants. En plus, on a une parade, on a le frottis vaginal. Et moi, je préfère dire aux jeunes filles, faites un frottis, plutôt que d'avoir ce Gardasil qui en plus n'est pas opérationnel. Mais le HPV, s'il vous plaît, il n'y a que 4. Attendez, madame. Et il n'est pas sur l'ensemble. Madame. Et en plus, même la Haute Autorité sur la Santé, j'ai rencontré le directeur de la NSM qui me dit c'est la première fois qu'on autorise un vaccin où on n'est pas sûr de son efficacité. Parce qu'on le saura dans 15 ans. Et donc, je vous dis, moi, à partir du moment où il y a une alternative, j'ai pas envie d'avoir des effets secondaires chez les jeunes femmes. Maintenant, ils disent qu'il faut vacciner chez les jeunes garçons. Je dis, là, c'est les labos qui sont derrière. Voilà. Et donc, moi, je suis absolument pas favorable à ça. Maintenant, c'est mon avis. Je suis pas un prophète de loi, mais je dis, attention, c'est pas forcément automatique. C'est comme les antibiotiques. Voilà. Si je peux permettre juste un petit commentaire par rapport à ça. Un petit commentaire et ensuite on conclut parce qu'on a dépassé largement l'heure. Juste un petit commentaire. C'est vrai j'ai bien compris votre amour extraordinaire pour les laboratoires et pour ça je ne veux pas. Non, c'est pas une attaque. Attends, moi je suis pas. Les laboratoires, ce sont des industries et on sait que dans l'industrie ils veulent faire. C'est tellement, le vaccin est tellement intéressant qu'il y en a de moins en moins qui en fabriquent. C'est-à-dire qu'ils se regroupent, il n'y a plus que 3 fabricants de vaccins. Il n'y a plus que 3 fabricants de vaccins, on a beaucoup plus de fabricants de produits de cardiologie, de produits d'oncologie, parce que ça, il y a quand même une rentabilité nettement plus intéressante. Quand on parle de vaccins sur une vie, au total, si on prend l'hexavalent, les Prevnar, c'est-à-dire qu'à l'âge de 2 ans, quasiment, on a fini. C'est-à-dire que sur une vie complète, de l'utilisation de vaccination aujourd'hui, ça ne se limite à rien. Par contre, quand vous avez un diabétique, quand vous avez une cardiopathie sur une obésité ou autre, c'est des années de traitement. Et là, oui, certainement qu'il y a un budget et une rentabilité qui est nettement supérieure. Ce que je dis... Non, mais attendez, ce que je dis pas que... Non, mais je dis pas que ça n'est pas intéressant financièrement. Je crois que vous pourrez peut-être continuer ensuite. Non, juste une toute petite chose. Je crois que de temps en temps, on se croit supérieur à tous nos collègues dans le monde entier. Je veux bien croire que l'Australie, le Royaume-Uni, les États-Unis soient tous décérébrés et vendus au laboratoire. Mais quand même, ça fait beaucoup de gens décérébrés. Quand un continent comme l'Australie, un pays comme les États-Unis recommande de vacciner, vous avez dit, à juste titre, non seulement les jeunes filles, mais aussi les garçons, contre le papillomavirus, je ne pense pas que ça vienne uniquement pour remplir les caisses d'un laboratoire, c'est qu'ils voient aussi leur intérêt en termes d'économie de santé. Et la Kaiser Permanente, je ne sais pas si vous connaissez, qui est une assurance américaine, a fait ses chiffres. Michel, vas-y, donc on arrive à la clôture de cette soirée. Donc, en conclusion, est-ce que l'Europe fait ce qu'elle doit faire pour protéger la santé de ses citoyens? Alors, c'est toujours un sujet très polémique, la vaccination. C'est la religion. Hein. Alors donc, on nous a promis un débat, donc voilà. Moi, je suis pour le débat. Il y a eu débat. Mais il faut le prendre. Bon, alors, est-ce que l'Europe, elle peut faire plus? Elle peut faire plus, mais entre nous, le fait qu'il y ait une harmonisation des différents États membres, vous voyez, sur les dispositifs, qu'il y ait une harmonisation sur les médicaments avec l'autorisation de mise sur le marché, qu'il y ait une pharmacovigilance très importante, parce que quand il y a des soucis sur les médicaments, on l'a vu,
Enfin, il y a des scandales, il faut absolument, et là j'ai travaillé aussi dans ce rapport, cette directive sur la pharmaco, où maintenant il y a des systèmes d'alerte, vous voyez, ça c'est depuis 2009, on a travaillé là-dessus, ça c'est très important. Maintenant que l'Europe puisse en faire plus, moi je serais pour qu'elle en fasse plus sur tout ce qui est recherche et innovation. Et dans le cas du domaine public, il y ait un travail avec les laboratoires pharmaceutiques, je ne suis pas une anti-laboratoire pharmaceutique. Là où je pose une question, c'est qu'il y a de moins en moins d'innovation sur les médicaments. C'est-à-dire que les labos mettent beaucoup d'argent dans la communication, dans l'achat par exemple, mettent des laboratoires génériques pour pas qu'ils sortent leur générique et pour qu'ils conservent ce qu'on appelle le principe, c'est-à-dire le laboratoire où ils ont le plus de profit. Je dis qu'il faut une régulation très forte là-dessus. Mais il faut aussi que dans chaque État membre, on améliore le système de santé. Vous voyez, parce que dans certains États membres, il y a une grosse inégalité, vous voyez, au niveau des citoyens. Donc là-dessus, l'Europe doit faire plus. Et puis aussi, elle doit aider. Regardez ce qui se passe à l'heure actuelle sur la dengue, sur le chikungunya, sur maintenant le Zika. Et c'est vrai que là, l'Europe, elle aide sur les études cliniques. Et même, elle aide d'un point de vue international, parce que l'OMS, qui normalement doit être abondée par les États membres, ben c'est l'Europe le plus gros financeur. Et quand vous dites l'Europe doit faire plus, oui, mais je vous dis, elle doit avancer. L'Europe, ça se construit. Et pour moi, la première des priorités, c'est la protection sur les citoyens européens, la protection de la santé. Et c'est pas seulement le médicament, c'est aussi l'alimentation saine, c'est aussi l'étiquetage, c'est aussi le droit, vous voyez, du consommateur. Et ça passera par tout ça. Et quand on parle des perturbateurs, quand on parle de toutes les substances chimiques, il faut qu'il y ait un véritable rapport de force pour que ça soit le consommateur le roi et non pas seulement le profit des industriels. Et à l'heure actuelle, ce que je peux vous dire, c'est quand je vois Juncker, président de la Commission, quand je vois le fonctionnement de la Commission et quand je vois la majorité aussi du Parlement européen, ben ça ne va pas trop dans ce sens-là. C'est très marché, c'est très dérégulation et c'est pas assez de protection. Voilà. Et est-ce que le citoyen européen doit vraiment faire entendre sa voix? Finalement, c'est lui qui peut jouer et qui peut inciter à ce que le Parlement agisse avec le citoyen européen, il a le droit de vote. Donc quand il choisit une majorité au niveau du Parlement européen, eh ben, il a une responsabilité. Et puis le citoyen européen, par rapport aux associations, il doit énormément pousser au niveau de ses députés européens et les suivre. Et n'oubliez pas que le gros souci qu'on va avoir dans les mois qui viennent, c'est le TTIP. Hein, c'est ce traité transatlantique sur le commerce et l'investissement et qui ne va pas forcément être sur une valeur ajoutée par rapport aux normes sanitaires. Sauf un bémol, c'est que les dispositifs médicaux sont mieux contrôlés aux États-Unis qu'en Europe. Mais les médicaments, le problème, c'est qu'ils veulent augmenter le temps du brevet. Et plus on augmente le temps du brevet, eh ben, moins on va favoriser la recherche et développement. Voilà. Donc, il faut qu'on soit très vigilant sur ce TTIP qui, vous savez, enfin bon, on ne va pas rentrer dans notre débat. Ce sera notre débat. Mais le perturbateur endocrinien, quand même, ça a un lien. C'est pourquoi ça a bloqué aussi, c'est que les Américains ne veulent pas les critères scientifiques des perturbateurs endocriniens. Parce qu'ils n'ont pas du tout la même politique que nous, et alors que nous, on est sur une politique beaucoup plus protectrice du consommateur européen. Voilà. Merci à tous. Et je crois qu'il y a un point qui est prévu, donc à l'issue du débat, on pourrait continuer à discuter, bien entendu.